Là, je crois que je suis à 16 opérations sur 4 ans. Donc je suis sur une moyenne de 4-5 OP par an. Sur un des logements, j'ai demandé une subvention ANA. C'était un dossier assez complexe, à faire, mais ce qui m'a permis d'avoir des belles rentabilités. Tout le monde m'a dit quand je me suis positionné sur le projet: «Vous pourrez jamais faire, plus de 6 logements, c'est comme ça, le PLU il est comme ça». Et puis, à un moment, je suis allé voir le maire, j'ai présenté mon projet. Une OP que je suis en train de faire, j'ai réussi, tu vois, à faire 110 de marge, tu vois? Toujours en optimisant, en faisant une substitution partielle. Il y a deux grandes idées préconçues qu'on se fait sur la valeur que l'on crée dans des activités d'achat-revente en immobilier. D'abord, il faut faire des travaux. Et la deuxième, c'est il faut se porter dans des secteurs où le prix du foncier, le prix au mètre carré est élevé. On va dynamiter un peu ces deux croyances auprès de notre invité du jour, Louis Mille, qui est marchand de biens dans le nord de la France, basé dans un village de 800 habitants sur une zone où le prix au mètre carré avoisine les 1400 € du mètre. Il a débouclé en 4 ans pas moins de 16 opérations d'achat-revente, toutes rentables, et dégage une marge annuelle autour de 200-250 000 € donc par an. Pourtant, tu vas l'entendre, Louis, c'est quelqu'un de modeste, de simple, pas du tout dans son ton quelque chose qui te dit j'explose en marchant, je fais des marges de folie, et pourtant, c'est vraiment ce qu'il réalise quand tu détricotes un petit peu tout son parcours. Et c'est ça que j'aime bien faire avec ce podcast d'ailleurs, c'est d'aller au travers d'opérateurs, de gens qui font vraiment dans leur expertise, décortiquer un peu leur parcours, leurs approches, et c'est comme ça que je pense qu'on apprend énormément. Alors forcément, je suis très content de recevoir Louis sur le podcast. Au cours de la conversation, on va apprendre comment Louis crée de la marge sans travaux sur ses projets, quelle est son arme fatale pour dérisquer les opérations, pour éliminer le risque le plus possible sur ces transactions, pourquoi les villages ont souvent une demande plus forte que pour les villes et pourquoi les locataires sont aussi plus stables, comment obtenir des accords auprès des mairies pour débloquer de la valeur, et comment Louis arrive à faire un x2 sur une de ses opérations, et comment aussi il s'en sort quand il fait face aussi à des galères, que c'est le quotidien également des marchands. Bref, si tu cherches de l'inspiration sans bullshit, tu vas trouver ce que tu cherches dans cet épisode. Cet épisode va sûrement te plaire. Et si tu veux sécuriser toi aussi ton activité de marchand de biens avec le Cercle MDB, on a une offre spéciale ce mois-ci. Tu peux te faire inviter sur l'événement des Workdays du début décembre à Beauvais, 3 et 4 décembre, en passant par le lien investisseur avec indes40.com/cercle, CERCLE. Tu auras donc la possibilité de pouvoir nous rejoindre. Moi, je serai d'ailleurs là-bas pour ce séminaire de fin d'année. Et voilà, sur son parcours, c'est parti. Salut Louis, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, ça va? Ouais, ça va, merci d'être venu sur le podcast. Ça fait un moment que j'étais un peu dans la target. Je me dis, faut que je parle à Louis pour comprendre un peu mieux son parcours, etc. Moi, ça fait un moment que je t'écoute, donc c'est bien d'être de l'autre côté du micro. Et pour contexte, on est tous les deux marchands, on fait partie du cercle tous les deux également, et je vois passer souvent des coms de ta part en fait. Donc je te suis un petit peu de loin sur toutes les opérations que tu mènes, mais je me t'ai dit que ça pourrait être intéressant d'aller un peu creuser ensemble sur ton parcours et ces opérations, les choses que tu as fait, parce que voilà. Donc déjà peut-être pour les gens qui te connaissent pas du tout, comment tu te présentes? Oui, écoute, je m'appelle Louis Mille, du coup, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants et du coup, j'habite dans l'Oise, sur le secteur de Beauvais, principalement là où je fais mes opérations de marchand et on va dire dans les départements limitrophes. Sinon, du coup, avant d'être marchand, j'ai pas du tout un parcours dans l'immobilier. Enfin, j'ai fait aussi pas mal d'investissements locatifs et à la base, j'ai une formation d'ingénieur mécanique, donc rien à voir avec l'immobilier. T'étais dans le domaine agricole, hein, je crois bien aussi, en mécanique, c'est ça? Enfin, mes parents étaient agriculteurs, ils sont dans le domaine agricole et oui, du coup, moi, j'étais ingénieur chez une grosse société qui est sur Beauvais, qui fabrique des tracteurs agricoles. Ok. Et le passage, tu l'as fait vers l'investissement locatif, c'est fait en parallèle de ton job à l'époque, ou comment En fait, ça s'est fait tu vois, à la sortie de mes études, diplômé ingénieur. J'ai dit bon, j'étais encore pas loin du coup de
chez mes parents. Je me dis: «Bon, bah, va falloir que je trouve un logement». Et du coup, je suis passé direct, à l'achat immobilier et pas du tout, pas intéressé pour même de compétences en investissement locatif puisque j'ai acheté en 2012. Donc tu vois, à l'époque, je connaissais rien sur la fiscalité, l'immobilier et cetera. Donc je Mmh. commence à rechercher mon bien, enfin un bien pour, dans lequel habiter. Je suis tombé sur un corps de ferme. Tu vois, j'ai fait 2 visites pour trouver ma maison. À l'époque, c'était OK. très, très rapide. Une première visite, deuxième visite, je tombe sur un corps de ferme, je vois le panneau vendu. Bon, j'appelle le lendemain c'était un notaire à l'époque, j'appelle le notaire: «Bah non, c'est toujours dispo». Un corps de ferme du coup que j'ai acheté, qui est toujours aujourd'hui ma résidence principale et en fait, petit à petit, j'ai commencé par un logement, petit à petit pour faire, 6 maisons sur le camp de ferme et donc à l'époque, tu vois, j'ai commencé entre guillemets à faire comme ça, sans le savoir vraiment du marchand, même si aujourd'hui j'ai pas revendu, mais j'ai fait, beaucoup d'investissements locatifs, beaucoup de travaux puisque, sur le corps de ferme, en fait, il y avait rien d'existant hormis la maison principale que j'ai divisée en deux logements. Tu vois, j'étais encore à l'époque, célibataire, j'avais une grande maison qui faisait, 100 m² au sol plus, les coins. J'ai dit: «Bon, bah, tiens, je vais diviser la maison». Et puis, tu vois, quand j'ai acheté, j'ai jamais, calculé la rentabilité locative, les travaux. Tu vois, je me suis dit: «Bon, bah, finalement, j'ai plein de bâtiments sur ce corps de ferme». Je savais pas quoi forcément en faire quand j'ai acheté et petit à petit, bah, tu vois, ça s'est prêté, à faire de la division, pour faire des logements d'habitation que j'ai rénovés aussi, beaucoup par moi-même. Donc c'est aussi comme ça que j'ai pris beaucoup de compétences en termes de chiffrage travaux et compétences sur les travaux. Donc tu vois, à chaque fois donc je partais d'une surface brute, il y avait des murs et une toiture. Donc à chaque fois, compteur Enedis, toutes ces faire des permis de construire. Donc tu vois, je me suis auto-formé, naturellement. Pareil au niveau de la fiscalité. Donc au départ, j'ai acheté en nom propre. Je connaissais pas non plus la fiscalité. J'ai fait beaucoup de déficit foncier. Puis à un moment, bah, les impôts m'ont rattrapé. Je me suis dit: «Tiens, est-ce que je peux faire autrement?» Et finalement, tu vois, je me suis fait, former un petit peu comme ça sur le tas. Puis après, j'ai continué avec pas mal d'autres, investissements locatifs. Tu donc tu avais 100 m² à peu près plus les combles en fait sur ce bien-là, hein, sur le Ouais, corps de ferme? enfin, OK. ça, c'était juste la maison principale. En face, j'avais une grange qui faisait, je sais plus, peut-être, 150 m² aménageable. Quand j'ai visité, la notaire elle me dit: «Oh, ça, c'est à raser». Qui est aujourd'hui finalement cette maison, c'est ma résidence principale. Sur ce corps de ferme, j'ai réussi après à faire deux terrains à bâtir, enfin que j'ai pas encore, je garde toujours, j'ai pas encore exploité, je garde toujours en terre à bâtir et après il y avait des dépendances, j'ai fait trois maisons. Heu, Après sur beaucoup d'entre eux, j'ai fait, enfin surtout sur une maison en fait, chaque fois j'ai optimisé, on va dire, les choses en demandant aussi beaucoup d'aide sur un des logements. J'ai demandé une subvention ANA. Heu, C'était un dossier assez complexe, à faire, enfin pas complexe, mais assez long avec l'ANA. Mais ce qui m'a permis d'avoir des belles rentabilités. Aujourd'hui, tu vois, au départ, je te dis, j'ai acheté sans calculer une rentabilité, mais finalement, c'est une de mes plus belles rentabilités, ce corps de ferme, au global et ce qui me permet aujourd'hui de vivre de mes revenus locatifs et d'avoir payé aussi, ma résidence principale. Ouais, le combo, Ouais, c'est effectivement, ça. enfin, ouais, super intéressant. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait sur le pas mal d'années finalement, parce que 2011 si tu l'acquiers, tu pas eu la pression de faire tout en 1 année ou 2. Tu imagines ça s'est réalisé, Non, parce que du super coup, rapidement. ouais, effectivement, à cette époque-là, j'étais encore, du coup salarié, ingénieur, enfin à la sortie de mes études. Du coup, j'ai été embauché directement sur Beauvais, là, dans cette usine qui fabrique des tracteurs, donc j'étais au bureau d'études. Et puis, finalement, je m'ennuyais un petit peu dans mon boulot, soir et week-end, ça me plaisait bien de faire des travaux, je montais aussi en compétences à, tu vois, à découvrir, à apprendre des choses, à faire les travaux. À cette époque-là, ça me plaisait pas mal
Et puis, ça s'est fait, petit à petit. J'ai d'abord, testé, comme je te dis, un logement et puis l'année d'après, j'ai fait un deuxième sur ce corps de ferme. J'ai testé parce que, tu vois, en plus, je suis dans un village en campagne à 1 kilomètre de Beauvais. Je savais même pas si ça allait marcher en termes de demandes locatives et cetera. Je savais pas les loyers. C'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même beaucoup moins de formations, comme aujourd'hui ou même des tutos, tu vois, sur YouTube où maintenant tu poses une question, tu sais tout faire. Et finalement, comme je t'ai dit, j'ai appris sur le tas. Et voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, et après j'ai quand même fait d'autres investissements parallèles, locatifs. Juste sur ce corps de ferme, si tu as refait, j'imagine, un sorte de bilan au terme de toutes ces années, tu vois, en termes de prix d'acquisition, certes, Ouais. mais aussi, tu vois, tous les travaux que tu as fait dedans et la renta que tu en tires en incluant tout ça dedans, en fait. Tu as déjà un petit peu de vision sur Ouais, cela? j'avais dû le faire à l'époque, c'est vrai que ça date un peu, mais je crois que je dois être autour des 14 de rentabilité. Et tu vois, à l'époque, même, j'ai fait un crédit sur 10 ans alors que je ferais pas forcément, ça aujourd'hui où j'aurais fait un maximum de différé. Enfin, tu vois, j'avais pas forcément de stratégie, mais bah, finalement, aujourd'hui, je suis content parce que l'ensemble est payé, donc ça me permet Ouais, de ouais, c'est un de après, pareil, tu vois, même pas un an après d'avoir acheté ce corps de ferme avec mon frère, qui pareil, lui aussi cherchait une résidence principale, il visite. Ça l'intéresse pas, mais je lui dis: «Bah, si tu veux, par contre, si ça t'intéresse pas, on peut peut-être faire». C'était une maison qui faisait, 200 m². Je lui dis: «Bah, si tu veux, on achète, la maison et on la divise en 5 appartements». Ce qu'on a fait, du coup, on s'est associés, enfin associés. On est aujourd'hui toujours en indivision, on a acheté en nom propre à l'époque. C'est pas forcément non plus la meilleure stratégie, mais du coup, on a fait beaucoup aussi de travaux ensemble, à cette époque et du coup, pareil, suite à un achat à on a fait beaucoup de travaux, peut-être 130 000 € à l'achat, 70 000 de travaux, tout divisé, pareil, création, des lots. On s'était même pas posé les questions sur les places de parking. Et les parents, c'est des petites, c'est des petits bourgs en campagne, donc les PLU sont pas forcément contraignants, mais à l'époque, tu vois, je regardais pas forcément le PLU quand j'achetais. Et donc finalement, pareil, des belles rentabilités à 12-14 parce que aussi on a fait, quand même pas mal de travaux nous-mêmes, mais voilà, ouais. je Mais regrette pas. mais mais 12-14%, que ça soit pour le projet, que tu as fait seul et puis celui avec ton frère, c'est, en incluant justement ces échéances de prêt, sur 10 ans qui sont lourdes ou justement une fois que c'est payé, c'est une renta, Bon, après là, du nette, coup, ouais. sur l'autre projet, on était sur un crédit sur 20 ans et ça nous D'accord. dégage un beau cash flow tous les mois, ce qui voilà, OK. on est serein là-dessus, quoi. Ouais, tu avais validé toi la demande locative dans ton coin avec ton opération que tu avais fait seul et c'est ça que tu avais un peu dit: «Bah, on va répliquer, quoi». Oui, c'est ça et puis, tu vois, j'ai beaucoup de gens aussi, tu vois, qui ont peur, d'investir, en dehors des grandes villes, et en fait, enfin, même moi, je me rencontre encore, aujourd'hui parce qu'après, bah, tu vois, encore dans mon parcours, j'ai acheté des logements dans des plus grandes villes où, tu vois, sur Beauvais et finalement, j'avais plus de demandes dans des villages de campagne que sur Beauvais. Parce qu'en fait, tu vois, je proposais des maisons rénovées avec des loyers, pas trop chers. Les gens, ils ont besoin le week-end, ils préfèrent, ne pas habiter, dans la ville. Ils préfèrent être à la campagne et tu vois, finalement, j'ai autant de demandes et tu vois, c'est pas la même typologie de locataires que sur des gens en ville, qui sont des gens qui restent plus longtemps, j'ai moins de turnover, et des gens, en tout cas, j'ai jamais eu vraiment de soucis, avec des locataires, d'impayés ou donc et à chaque fois, comme tous les logements ont été, rénovés quasiment à neuf, donc tu vois, j'ai assez peu de travaux, je suis assez peu embêté, là-dessus. Il y a combien d'habitants dans ce village, enfin dans cette ville? Ou Dans mon village, il y a 800 habitants, tu vois? Et après ouais, l'autre bourg, il y a peut-être 2 000 habitants, quoi. OK. Ouais, donc ça te Mais donne tu une vois, idée il y là-dessus. a il y a Ouais, de la ouais. demande. Enfin, quand je mets une demande pour le louer, je mets une annonce en
quelques jours, c'est loué, quoi. En 3 jours, j'arrête même l'annonce tellement j'ai de demandes, quoi. De toute façon, enfin, je suis le seul sur le village et même le secteur alentour. Donc, finalement, ben, les gens qui cherchent ce secteur, il y a que quelques annonces, quoi. Donc, finalement, c'est moi qui fais le marché aussi sur le secteur. Et ça, tu penses que c'est valable même encore aujourd'hui, tu vois, plus de 10 ans après, Ah oui, oui, où en justement, fait, bah, tu vois, même les ouais. les loyers que j'ai mis à l'époque et les loyers que je mets aujourd'hui, je suis entre 20 et 30 de plus qu'il y a 10 ans. Et ça, mes mensualités, elles ont pas augmenté de 20-30 et du coup, Mmh. d'année en année, j'améliore aussi, ma rentabilité, quoi. Et tu sais que tu sens que c'est pas aussi par rapport à ton positionnement prix aussi, tu es plus bas peut-être que d'autres, Non, non, je suis pas plus bas, je suis, OK. dans les prix du marché. Ouais, ouais, donc tu as vraiment ton marché que Mais tu après, contrôles, tu as vraiment c'est ton pas truc. mon marché, hein, c'est partout, hein, tu vois, autour des grandes villes, les gens ont besoin de se loger, même à la campagne. Donc après, c'est sûr, j'ai peut-être moins de plus-value latente. Enfin, c'est pas des emplacements patrimoniaux où les prix du secteur ne prennent pas, peut-être pas pris, 20 mais enfin, j'ai quand même des plus-values latentes sur chacun des biens. Mmh. Oui, parce que tu as remboursé le crédit de toute façon et puis l'idée aussi, c'est que j'imagine en termes de prestations aussi, tu es peut-être pas obligé de faire, de faire des trucs trop finish non plus. Enfin, tu fais des trucs corrects, qui solide et puis ça suffit quoi, non? Oui, voilà, enfin, comme tout investisseur, je mets ni du haut de gamme, du bas de gamme, voilà, enfin, des choses classiques et tu vois, même des cuisines, Brico Dépôt, ça fait 10-15 ans qu'ils sont là et j'ai jamais eu un problème, d'un truc à changer sur les cuisines, donc ça se passe bien. Comment c'est organisé ensuite ta montée peut-être en puissance vers, en tout cas l'activité à plein temps d'achat-revente comme tu le sais que tu l'as fait aujourd'hui? Alors du coup, en parallèle, je te dis, j'ai d'abord quitté mon boulot, d'ingénieur, j'ai après quand même continué à investir en locatif avec ma conjointe ou d'autres associés parce qu'à un moment, bah, j'étais quand même, limité au niveau du taux d'endettement et puis, pendant une année aussi, où j'ai quitté mon boulot, donc j'avais une période de chômage et c'est à l'époque, on va dire que j'ai rencontré ma conjointe et puis finalement j'ai rénové la grange qui était en face de chez moi où j'ai fait, ma résidence principale. Donc pendant, 8 mois, je me suis, consacré à rénover ma résidence principale. Donc une fois que j'ai fini la rénovation, bah, je me suis dit: «Ben, je vais je vais pas rester à rien faire». Qu'est-ce que voilà, je me cherchais un petit peu sur ce que je voulais faire. J'ai quitté mon boulot parce que, tu vois, j'étais pas satisfait de ce que je faisais dans c'était une grosse boîte où tu sais pas, voilà, tu travailles sur une boîte de 14 000 personnes, tu vois pas ce que tu fais, et tu vois, j'avais toujours quand même cette fibre, entrepreneuriale, tu vois? Mes parents sont aussi du milieu agricole, donc j'ai toujours aussi eu cette fibre, on va dire un petit peu indépendante et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, je suis bloqué au niveau de mon taux d'endettement. Je sais par contre, tu vois, détecter des bonnes affaires en termes d'investissement locatif». Je me suis dit: «Voilà, c'est dommage de pas exploiter ça». C'est à ce moment-là où j'ai vu qu'il y a un réseau qui se créait à l'époque, Projet Locatif, où j'ai intégré ce réseau de conseillers en investissement locatif. J'ai fait ça pendant peut-être 2 ou 3 ans et puis, du coup, ça m'a permis aussi de me former aussi là-dedans, de me créer un réseau aussi, d'investisseurs locatifs. Hem Et puis j'ai rencontré en fait, comme ça, Sébastien Avelu qui est le cofondateur du cercle MDB. À ce moment-là aussi, du coup, il est sur le même secteur que moi à Beauvais. On s'est rencontrés, lui il cherchait aussi, des investissements locatifs. Il m'a montré ce qu'il faisait, ce qu'il cherchait et cetera. Puis il était en train de il avait déjà créé le cercle MDB. Il m'a dit: «Bah, écoute, si toi tu es bloqué en termes, d'investissement locatif, écoute, viens faire du marchand. Je suis en train de créer le réseau» et ça s'est fait, voilà, ça s'est fait comme ça.
Juste pour revenir sur ton saut vers l'inconnu, entre guillemets, juste pour comprendre le contexte, si je comprends bien, t'as pris ton chômage, tu es parti, t'as rénové ta maison pendant 8 mois, mais Oui. sans forcément te dire à l'époque, il y a des revenus en face. Enfin, si t'avais ton locatif, mais ça peut-être ça subvenait Oui. pas complètement à tes besoins. Tu t'étais pas encore lancé dans le projet locatif encore à l'époque. Du coup, est-ce que tu pensais juste fuck it, je pars, je pars de mon job, advienne que pourra, j'ai pas un train de vie très élevé, ça va aller, ou est-ce que t'avais déjà quand même élaboré un plan pour voilà, avoir des revenus qui allaient subvenir à tes besoins? J'avais pas forcément de plan sur ce que j'allais faire derrière. C'est vrai que je suis un peu parti parce que, tu vois, j'en avais marre. Hmm. Je me suis dit: «Bon, c'est l'occasion, je vais profiter du chômage. De toute façon, si demain je veux retrouver un boulot, je retrouve un boulot. Je sais que dans mon domaine, en 1 mois, je retrouverai un boulot». Donc je me suis dit: «Voilà, le risque est quand même limité». J'avais, quand même pas mal de cash flow aussi de mon investissement locatif. Mais bon, même s'il faut pas compter, que là-dessus, plus Hmm. mon chômage, voilà. Mais puis ça a été le temps de ma transition et le temps de réfléchir à mon futur projet, tu vois, qui s'est fait, naturellement. Et tu mentionnes aussi du coup ta compagne qui t'a aidé à bricoler, enfin en tout cas rénover la maison dans laquelle tu habites. Est-ce qu'elle fait partie du coup de l'aventure aujourd'hui avec toi ou? Non, alors ma femme pas du tout dans l'immobilier. Bon, elle m'a aidé juste un petit peu Ok. à rénover la résidence principale, mais non, c'est pas du tout sa tasse de thé, l'immobilier. Même quand je lui parle de marchand, c'est pas son truc. Ok. Bon bah comme quoi, tu vois, ça c'est des modèles qui Oui, fonctionnent aussi comme ça, quoi. En fait, c'est c'est ça. peut-être. Donc Ouais, tu. pourtant, tu vois, on a quand même investi, ensemble, tous les 2, mais elle m'a dit: «Je te suis», donc j'ai l'avantage aussi que ma conjointe est fonctionnaire, du coup, ça rassure un peu les banques, qui du coup de mon côté, j'étais un peu moins bankable, du coup, voilà, on s'est associés tous les 2 pour investir. Ouais, ça fait partie aussi du soutien, quoi, d'avoir C'est quelqu'un ça. sur lequel on peut même placer de Mmh, la dette. mais du coup, elle me laisse gérer, elle me fait Ouais, confiance sur les investissements. ouais, ça marche. Donc tu rencontres Sébastien, comme tu disais, tu te lances en marchand à ce moment-là. Donc tu faisais jusqu'alors vraiment que du locatif. Tu avais un peu amélioré ton réseau avec cette expérience avec projet locatif. Donc tu savais peut-être, peut-être j'avance, hein, tu me dis si je me trompe, mais tu avais du coup assez une meilleure connaissance de ce que veulent des investisseurs locatifs pour après leur vendre des choses, par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir un peu aussi leur Oui, vision des c'est ça, choses. hein. C'est ça. C'est vrai que du coup, j'avais plutôt cette cible-là, même en marchand de biens, plutôt à vendre pour l'investissement locatif. Bon, c'est vrai que c'était à l'époque, on devait être 2021, tu vois? C'était un peu l'âge d'or de l'investissement locatif où les taux étaient à 1-2 et tout le monde pouvait emprunter. Donc voilà, c'était aussi une bonne période pour investir. Heu, donc c'est pour ça que, voilà, je me suis lancé aussi, là-dedans. Et j'ai aussi eu une petite phase, entre 2 avant de faire de l'investissement locatif. J'avais aussi une formation en à la base de l'ingénieur mécanique et en thermique du bâtiment. Pendant 1 an, j'étais aussi, embauché en tant que conseiller en rénovation énergétique. Donc tu vois, j'allais chez les particuliers, je faisais, quasiment comme un audit énergétique, comme on fait aujourd'hui, via les DPE. C'était vraiment un audit, poussé. Et en fait, je leur proposais des solutions pour essayer de réduire, leur facture énergétique en allant chercher des aides sur les travaux. Mais en parallèle, tu vois, il y avait des aides de la région qui permettaient, par exemple, si un particulier avait, 300 € de charges énergétiques, par mois, grâce aux aides, on pouvait diviser, par 2 sa facture. Et par exemple, tu as 300 €, il y avait 150 € après travaux. Et les 150 € de différence, c'était les aides qu'ils pouvaient avoir, pour pouvoir, rembourser le prêt. Donc c'était aussi, une période qui était aussi intéressante, voilà, au niveau, thermique du bâtiment qui quand même a servi, aussi aujourd'hui. Et puis tu vois, d'aller chez les gens, de prendre des rendez-vous, de faire, de de me créer aussi un réseau en termes d'artisans parce que j'allais aussi, faire le suivi de chantier chez les particuliers. Mmh. Donc tu vois, je touche un petit peu à tous les domaines.
Ouais, là, ouais, c'est une deuxième type de clientèle intéressante. Après, pour toi en marchand, c'est pas forcément l'investisseur locatif ou quoi, mais juste la personne qui veut, qui a sa maison en résidence principale et qui veut améliorer Ouais, ça. puis c'est souvent justement même des gens qui étaient en difficulté, tu vois, qui n'avaient pas forcément, des hauts revenus et le fait d'aller chercher les aides et ben, ça permettait de sortir de la précarité énergétique. Parce que tu vois, il y a des gens qui disent, ben, ils habitent dans le passoire, ils ont des grosses dépenses, mais ils ont pas les finances pour faire les travaux. Donc c'était tout le but aussi des aides de la région pour les aider à sortir de cette précarité. Tu sens d'ailleurs que les gens en général sont plus sensibles à l'argument des économies de coûts qu'ils vont avoir sur leurs dépenses d'énergie versus les économies qu'ils vont avoir sur simplement l'investissement pour s'équiper et pour avoir meilleure qualité énergétique. C'est quoi l'argument qui est... Ouais. Ça, après, c'était tout notre travail de leur faire Mm. comprendre qu'ils avaient tout intérêt à faire ça. Et même si, du coup, des gens qui n'ont pas forcément ces capacités-là, ils veulent pas forcément prendre un crédit sur 15-20 ans pour rénover leur logement et pour réduire leurs factures. Donc, c'était parfois un peu dur à leur faire comprendre, même si pour moi, c'était clair. Mais c'est pas forcément dans leur mentalité de prendre un prêt pour baisser sa mensualité de chauffage. Mhm. On fait un petit tour après, enfin maintenant sur ton parcours marchand, peut-être au Oui, travers pas de des problème. principales opérations que tu as complétées jusqu'aujourd'hui. Déjà, enfin, t'en as finalisé combien et voilà pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Là, je crois que je suis à 16 opérations sur 4 ans à peu près. Donc, je suis Ok. sur une moyenne de 4-5 OP par an. Ouais. T'as pas chômé Ce qui est en seul, hein, ou en association ou un peu les deux quoi. seul et en Ouais. association. C'est vrai qu'au début, j'en ai fait pas mal en association parce que ça s'y prêtait. Et puis finalement, petit à petit, la plupart sont je l'ai fait seul. Même si, tu vois, aussi en fonction des opportunités qui se présentent, ou là, il y a un nouveau membre aussi qui est sur le secteur de l'Oise. On a fait quelques OP ensemble. Et puis, ma première opération que j'ai fait aussi avec Sébastien, du coup, qui était sur le même secteur que moi. Je sais pas si tu l'avais vu cette opération, c'était Non, l'opération du corps de ferme. On avait fait une vidéo avec Ben à l'époque. On avait fait en fait, c'était une de mes premières opérations. En fait, au moment où je suis rentré dans le cercle, même 3 mois avant, je crois, j'avais déjà 3 OP, dont ce corps de ferme qu'on a divisé en 14 logements. Donc c'était pas mal pour une première opération. Donc c'est pour ouais, ça que c'est vrai, ouais. je l'ai faite en association. Cette OP là, je l'ai trouvée, tu vois, en discutant avec mon père, du coup, qui est dans le milieu agricole, qui me dit: «Ah bah, écoute, j'ai un ami qui va vendre son corps de ferme, juste à côté de Beauvais». Du coup, on a été voir sur place. Et puis moi, je voyais pas forcément le potentiel, tu vois? C'est un corps de ferme, il y avait 1 000 m² de bâti, heu et c'est Sébastien qui a quand même vu ce potentiel-là, des loyers que moi j'aurais pas mis à l'époque, enfin des loyers qui étaient vraiment, plus que je pensais pas. Mais en fait, il a même mis, plus cher finalement que les loyers qu'on avait encore mis. Donc tu vois, il y avait vraiment de la demande et finalement on l'a fait en flip, cet achat. Parce qu'en fait, du coup, on a acheté, avec une condition de PC validé et pendant toute cette phase de PC, validé et plongé de tout recours, on a eu quasiment, 1 an. On a pu, pré-commercialiser et finalement la pré-commercialisation, elle s'est fait très rapidement puisque on a fait une visite et un acheteur qui s'est finalement positionné sur la globalité du corps de ferme. Et donc en fait, j'ai juste vendu un projet avec un permis validé et des travaux, sécurisés. Les chiffres, la grosse maille sur ce projet en termes de prix acquisition, pré-revente, type de marge, tout ça. Ouais. Acquisition, 325 000, on a revendu 480 000. On avait un petit peu de frais, divers, de permis et cetera. Heu, donc une plutôt belle marge pour un flic sur 1 mois. Et tu vois, pour cette, 1re OP, je me suis dit: «Ben,
En fait, je peux créer de la valeur, sans forcément créer de travaux, juste avec, des conditions d'urbanisme. Moi, tu vois, qui avais fait, quand même beaucoup de travaux avant, donc je me suis dit: «Voilà, ça quand même, quand même pas mal» et tu vois, le temps passé, par rapport à la rémunération, je me dis: «Ça vaut le coup quand même par rapport au locatif». Ouais, c'est long en durée, mais c'était un truc complètement en parallèle qui t'occupait pas Oui, c'est l'esprit pendant ça, tes c'est semaines. ça, Ouais, complètement, c'est ouais. ça. Et qu'est-ce qui fait que ça marchait là-dessus? Tu as récupéré le corps de ferme, donc il y avait des murs corrects, une toiture correcte, les planchers faits, tu proposais en duplex, j'imagine des petites maisonnettes, les 14 logements, c'était quoi? Ouais, globalement, c'était l'avantage de ce corps de ferme, c'est que la plupart étaient du gros œuvre était en bon état, tout dalle béton. Bon après on a tout curé. Heu, du coup, oui, c'est quasiment des maisons. En fait, la cour, c'était une cour carrée. On a fait, en parallèle, on a déposé un CUB pour faire, on s'est dit: «Bon, bah, écoute, on va proposer, beaucoup de logements et puis on verra si c'est accepté». Ça a été, tu vois, une petite commune, hein, on est à 5 kilomètres de Beauvais, mais une commune de 200 habitants sur laquelle on amène quand même 14 logements. Il y a toute typologie, on va du studio au T4. Donc tu vois, on amène, une trentaine d'habitants sur un village de 200 habitants. C'est quand même une belle 15% d'augmentation de la population juste avec un projet. C'est quand même une conséquence aussi, ne serait-ce que, tu vois, sur l'école, la commune et cetera. Donc le maire était plutôt content de ce projet sur le village. Et tu vois, finalement, le profil d'acquéreur qui nous a acheté, bah, c'est un notaire. Le notaire avec qui j'ai fait l'achat, donc il était très bien, enfin très au courant du prix d'achat. Lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était un projet clé en main avec un suivi de travaux, parce qu'il avait pas de temps à perdre, là-dessus. Heu et un projet validé avec beaucoup de déficit puisque lui, voilà, il allait faire du déficit. Et finalement, donc sur les 480 000 de revente, il y a eu 1 200 000 de travaux. Donc tu vois, c'est quand même un gros budget, mais tu vois, toute la force aussi du réseau que j'aurais pas forcément eu, en étant seul, tu vois? On a fait zéro publication, zéro annonce, juste en parlant autour de nous. Ouais, ouais, là, la force du projet, ce qui a fait que ça marchait, c'est vraiment l'acheteur qui t'achète le tout, quoi, et qui, Bon après, tu vois, j'aurais pu encore exploser ma marge en divisant, en 14 lots. Bon là, c'était ma première OP, tu vois? Sébastien il dit: «Écoute, soit on le vend rapidement et puis, soit on le vend lot par lot, mais du coup, ce sera plus long». Moi, j'ai préféré, récupérer rapidement du cash et puis enchaîner sur d'autres OP puisque finalement, tu vois, je savais que j'avais déjà d'autres OP en cours donc ouais. ouais. Les autres, du coup, c'était même typologie, comment est-ce que tu en as quelques-unes que peut-être marquantes, tu pourrais Les nous. autres, tu vois, j'ai une en parallèle, sur un bien que j'allais, tous les jours, j'amenais mes enfants, à la crèche. Ça faisait 1 an que cette crèche, elle était en vente. Enfin, il y avait du coup la crèche plus une maison qui était à côté. Donc je connaissais très bien la maison. Je savais que c'était pas intéressant pour un investisseur parce que les deux maisons étaient louées. La condition aussi, c'était de ne pas mettre dehors les locataires, bon, surtout la crèche. Moi, ça m'arrangeait parce que je voulais pas que mes enfants se retrouvent non plus sans crèche à cette époque-là. Du coup, j'ai fait un mix des 2. J'ai acheté la crèche en locatif et j'ai revendu l'autre maison en flip, et du coup, j'ai négocié avec le vendeur, heu, que, le vendeur, lui, il avait un autre logement, mais sur lequel il avait pas fini les travaux. Il dit: «Bah, écoutez, moi, je veux bien reprendre les locataires». Je Le vendeur était lui artisan, donc il a dit: «Bon, bah, écoute, j'en ai pour 3 mois à faire les travaux. Tu gardes le locataire pendant 3 mois et puis pendant ce temps-là, et puis juste après la locataire elle déménage». Du coup, j'ai pu revendre chez une pré-commercialisation avec le locataire sur place. Du coup, cette maison, j'ai dû acheter, 110 000, je l'ai revendue 167 en 1 mois.
avec en love money, tu vois, on m'a prêté de l'argent parce que le premier achat au début aussi en marchand, tu vois, tu des banques, tu dis: «Bah, écoute, vous avez 3 bilans, ouais, vos 3 derniers bilans et cetera». «Ben, non». «Bon, bah, et revenez dans 3 ans». Du coup, ça s'est fait comme ça sur la 1re à Flip sans travaux et du coup aussi sur ces 2 maisons, il y a une maison qui était vraiment en mauvais état, enfin celle que j'ai revendue en marchand. J'ai fait visiter la crèche qui était à côté en très bon état. Et en fait, les 2 maisons, c'est vraiment du copier-coller, même surface et cetera et du coup, j'ai fait visiter la crèche à côté et l'acquéreur, elle s'est positionnée en voyant la maison finie et bien entretenue. Donc Ah, ça a tu pu déjà ton se faire showroom, comme ça. C'est ça. J'avais ma maison témoin juste à côté. ouais. C'est Excellent. ça. Donc tu as vendu, si je comprends bien sur ce projet-là, tu as vendu la petite maison à côté, auprès du vendeur, en flip, en l'état Oui. et tu as vendu à un investisseur du coup la crèche, pour lui La revendre? crèche, non, du coup, je l'ai gardée pour moi, en perso, en locatif. OK. En fait, j'ai fait, c'est un truc aussi un peu particulier. Enfin, du coup, j'ai refait aussi sur une autre OP, une substitution partielle. C'est-à-dire que j'ai fait l'offre en nom propre et puis, en fait, j'ai acheté avec 2 sociétés. Une maison avec, ma société de marchand et une maison avec, la SCI. Du coup, comme ça m'évitait de racheter moi en marchand, plus pour me la revendre après en SCI. Pas d'intérêt Oui, il y avait déjà, d'avoir des fallait des des 2 frictions, fois plus de mmh, financement, plus, mmh, friction, frais de notaire et cetera donc ouais, ouais. ça se fait comme ça. Quand tu fais ce genre de choses, tu le fais, du coup, au niveau du compromis, c'est là que tu mets les 2 sociétés, enfin, ouais, c'est ça, c'est là que tu les mets? Tu es pas obligé, enfin, tu peux juste mettre, substitution à une ou plusieurs sociétés et après tu Et au mo substitues et au à et au au moment de à la autant réitération? voilà, au moment de la réitération, bah, tu mets, les sociétés avec lesquelles tu achètes. Mmh. Et entre 2, j'avais juste fait la division avec le géomètre, qui a divisé les 2 maisons. OK. Donc sur tes 2 premières OP finalement, bien que tu aies commencé à avoir beaucoup de travaux pour toi, ton démarrage en marchand, il était quand même, assez dépourvu de travaux, j'ai l'impression. Ah bah, même dans quasiment toutes mes OP aujourd'hui, en fait, j'ai quasiment pas fait de travaux. J'ai fait, Mmh. quasiment sur, peut-être, plus de 50 de mes OP, c'est des flips. OK. Achat-revente à chaque fois sans travaux, soit je crée de la valeur avec des conditions d'urbanisme, création de surface, des DPE, optimisation des loyers, pour des investisseurs, donc tu vois, j'ai très vite compris qu'on pouvait aussi, créer de la valeur sans faire des travaux. Quand tu parles de DPE, néanmoins, ça donne l'impression qu'il faut quand même, installer des choses, que ça soit pour augmenter le loyer ou pour améliorer la note du DPE, parce que tu les cites en stratégie notamment que tu as fait. Tu pas fait de travaux, c'était quoi les leviers du coup là-dessus? Bah, là, justement, c'est une des vidéos aussi qui va apparaître, sur YouTube qu'on a faite avec Ben sur une de mes dernières OP où en fait, où l'immeuble était en G. Il y avait, 6 appartements. Du coup, moi, en parallèle, j'ai regardé tous les DPE. Je suis allé sur le site, observatoire du DPE, sur le site de l'ADEME. Donc tu rentres le numéro ADEME. C'était 6 logements, ils faisaient tous moins de 40 carrés. Du coup, tu vois, tu connais la règle pour les logements de moins de 40 carrés. Le calcul a été, revu cette année. Du coup, j'ai gagné entre 1 et 2 lettres sur certains logements et aussi, coup de chance entre-temps, le calcul, sur les logements chauffés en tout électrique, a changé aussi, là, enfin, va changer au 1er janvier et du coup, sur certains logements, j'ai gagné 3 lettres. C'est un immeuble que j'ai acheté vide. Donc, les loyers, je pouvais mettre les vrais loyers, enfin des loyers optimisés, par rapport, au loyer que mettait le vendeur après. Alors c'est aussi tout mon expertise aussi de savoir quel loyer je peux mettre sur mon secteur. Même si pour certains ça peut paraître, être des loyers élevés. Je sais qu'à ces loyers-là, on pourra louer et du coup, naturellement, j'augmente ma rentabilité.
Là, c'est parce que quand tu parles de ces loyers, enfin là, tu te focuses sur ce que le marché peut absorber par rapport à ce que toi tu vas offrir en termes de prestations de logement. Pas là, on n'est pas dans la réflexion par rapport aux réglementations sur les loyers et les notes DPE. Oui, c'est ça. Enfin, après, c'est justement entre. Tu regardes des fois, tu cherches un T2 sur Beauvais, ça peut aller de 400 € à 650 €. Pourquoi tu as une telle différence? Ben, c'est la prestation que tu vas proposer. Hmm. Heu, Si tu proposes une bonne prestation, les 650 €, tu arriveras à louer un T2 à ce prix-là. Du coup, tu mets potentiellement, voilà, un peu plus de travaux en face, mais la rentabilité, elle est là. Et sur la strat justement, enfin, est-ce que ta stratégie à la base sur cet immeuble, parce que tu as gagné 3 lettres grâce en fait au changement dans la réglementation, au changement de calcul du gouvernement finalement. Ouais. T'as rien fait du tout pour ça, mais Non, est-ce que tu tu l'avais, vois, ouais. non, Tu mais l'avais tu vu vois, d'avance, c'était prévu ou... le vendeur ne le savait pas. Ouais. J'étais chez le notaire. Le notaire, il m'a même pas parlé. Bah, vous avez des logements de moins de 40 mètres carrés, vous pouvez optimiser vos DPE. Ça, personne ne me l'a dit. Personne ne m'a dit qu'il allait y avoir un changement au 1er janvier. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Après, c'est à toi de te tenir informé. Et bon, là, c'était entre guillemets par chance, c'était à ce moment-là. Mais après, mon option, en fait, j'ai toujours un plan A, un plan B. Mon plan A, c'était et à chaque fois, tu vois, sur, je crois, 100 de mes opérations, chaque fois, j'ai de la précom. Même si j'ai pas toujours à chaque fois 100 de précom, quand j'achète. Mais tu vois, pour moi, la pré-commercialisation, c'est la clé. Tu vois, sur cette opération, bon là, je devais faire un flip, sur un mois. Bon, là, j'ai un acheteur qui a payé le prêt, mais du coup, ça va être décalé en 4 mois. Heu, mais du coup, vraiment la stratégie, je crois que j'avais même pas encore signé ma promesse que j'avais déjà, trouvé un acheteur. Tu disais, j'étais pas sûr d'avoir compris. T'as dit que dans toutes tes opérations, t'avais de la précom ou t'as pas réussi à en avoir dans toutes? Si, si, dans 100 de mes OP, j'ai eu de la précom. Ok. Donc autorisation de pouvoir visiter, etc. quoi. C'est ça que Ouais, c'est ça. ouais. Et pour moi, c'est une des règles d'or qui te permet aussi de sécuriser ton OP, quoi. Si C'est si ton. tu vois que ta précom elle est pas bonne, c'est que ton prix d'achat ou enfin, ou en tout cas ton prix de revente est pas bon, quoi. Comment tu justifies auprès du vendeur ou comment tu abordes ou tu approches le sujet de la précom justement auprès de... Ça dépend, faut s'adapter aussi au vendeur, s'il est ouvert, soit faut être, complètement transparent, tu vois? Ou des fois ça se fait petit à petit, heu, gagner aussi la confiance, du vendeur. Là, tu vois, typiquement sur cet immeuble là qui était dans le DPEG, j'ai pas forcément dit au départ que j'étais marchand. Puis finalement, dans la discussion, il a dit: «Ah bah, finalement, moi mon père, il aurait bien aimé faire du marchand et cetera» et puis, je lui ai demandé aussi les clés pour venir avec des artisans. Puis, tu vois, ça c'est j'ai pas obtenu la précommande, je l'ai pas mis en tout cas en condition suspensive. Que c'est vrai que du coup, des fois, ça peut faire un peu peur. Sur certaines OP, voilà, qui sont vraiment, typées, marchand et là, pas de problème à me présenter en tant que marchand. Bah, faut s'adapter à la personne à qui on est en face. Ça dépend si tu as une agence, qui est intermédiaire ou pas. Faut s'adapter. Est-ce que tu as réussi à faire des OP, enfin de la précom du coup sur des OP où il y avait des logements, tu parlais notamment pour le coup avec la crèche, mais des logements occupés aussi? Oui, mais c'est pas simple. C'est pas toujours simple. J'ai eu, une OP, bon, c'était un truc simple, un appart, mais les locataires compliqués pour organiser des rendez-vous, Ouais. et du coup, bah, tu es en précomm, mais des fois, tu vois, il y a des petits trucs que tu voudrais faire, par exemple, même mettre de la peinture ou rénover ou ne serait-ce que des fois débarrasser des trucs. Tant que tu es pas propriétaire, tu peux rien faire. Donc c'est pas toujours, évident, sur des logements occupés. Là, j'ai une place enfin une OP là sur lequel j'ai une offre, validée, la semaine dernière. Pareil, un immeuble sur Amiens, 6 logements. Il y en a 3 libres et 3 d'occupés. Pareil, les 6 logements, classés rangés.
Je sais déjà que sur certains, je vais gagner quelques lettres. Heu, mais tu vois, là, ma stratégie, c'est, vendre les trois qui sont libres et après les 3 qui sont occupés, je vais essayer de pré-commercialiser, je m'adapterai aussi en fonction de essayer de négocier avec les locataires si y en a qui peuvent partir et après je sais que là sur les 3 logements qui sont vacants, je sais que ça me rembourse mon crédit donc dans le pire des cas, tu vois, j'ai sécurisé mon EP et le reste, c'est mon apport et puis j'en vendrai un de plus et après le reste, c'est de la marge. Donc tu vois aussi, entre le départ où j'ai commencé le marchand et aujourd'hui, je réfléchis un petit peu autrement. Tu vois, je me dis: «C'est pas grave si, il y a des OP, je garde un peu plus longtemps», tu vois? Quitte à optimiser ma marge en gardant, certains logements que je rénoverai, au départ des locataires. Ouais, je suis, on va dire, un peu moins pressé à solder mes OP et en plus en avoir, plusieurs en parallèle. Parce que aussi, du coup, avec les gains de tes précédentes opérations, tu as un buffer maintenant aussi, un matelas qui permet en termes d'apport de le laisser «bloqué» entre guillemets sur le portage de biens loués encore un petit Voilà. moment, pour les optimiser. Alors c'est vrai que quand tu fais tout en mode, bah, tu vas chercher l'apport et la dette, bah, tu as toujours des intérêts quand même qui courent. Ouais. C'est moins facile, quoi. Ouais. Et puis moi, sur une grosse partie, comme je te dis, j'ai fait plus de la moitié de mes OP en flip. Donc à Mmh. chaque fois, je peux quasiment les faire, sur fonds propres, parce que je retrouve très vite mon argent et tu vois, si je fais 3 flips, à 20 dans l'année, bah, je fais, 60 de marge, Mmh. on va dire, et du coup, j'optimise mon temps, mes fonds, Ouais. et ça va beaucoup plus vite. Sur toutes ces OP-là, et en moyenne, en gros, en général, enfin, sur tous les OP que tu as réalisés, c'est quoi l'enveloppe, on va dire, du projet et de la type de marge que tu regardes? Est-ce que, tu vois, et aussi derrière cette question, aussi l'idée de est-ce qu'en dérisquant parfois sur certains profils avec la précom, avec, choses comme ça, est-ce que tu peux envisager des marges moindres juste à cause de ça, du coup? Ou est-ce que voilà, Ouais, tu vois, bah, typiquement, en termes, tu dis la marge, je me suis positionné sur une OP de 400 000, enfin de 40 000 pardon. Une OP à 40 000 et des OP à 500 000 sur lequel des fois je fais autant de marge. Tu vois, l'année dernière, j'ai acheté, une maison qui est mise en vente par un notaire pas du tout, optimisée, sur le site du notaire avec 2 photos. La maison de l'extérieur avec de la végétation qui pousse dessus et une grange à côté avec, une photo floue. Donc là, ce bien-là, il est à 2 kilomètres de chez moi, je sais très bien où il était, je connais très bien le secteur. Je vais visiter, prendre bien visiter. Je visite avec le notaire et il me dit: «Bon, par contre, j'ai pas les clés, c'est une succession, je peux même pas vous faire visiter la maison, si vous voulez rentrer, il y a une fenêtre qui est cassée, derrière, vous passez par la fenêtre, vous visitez la maison». La maison, enfin, cet ensemble, il y avait la grange plus la maison à 65 000 €. Déjà, c'était un petit prix. Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est revendre les 2 séparément, la maison plus la grange. J'ai eu du coup une offre acceptée à 40 000 € après négo, qui était tout de suite acceptée. Tu vois? C'était des gens qui étaient, pas du secteur, en succession, héritiers, cousins éloignés, donc j'ai fait tout de suite une offre assez fracassée, tu vois? C'est passé tout de suite. Sans condition. Bon, sur des petits prix comme ça, je peux y aller sans condition. Ouais. Donc achat 40 000, j'ai revendu la grange 40 000 et la maison 65 000. Donc tu vois, j'ai 65 000 de marge sur une OP à 40 000. C'était un tout petit truc, donc tu vois, je m'exclus pas de regarder des tout petits trucs. Après, tu vois, là, je suis sur une OP aussi qui est un peu plus loin de chez moi, mais 7, enfin, j'ai réussi à faire valider 7 logements où je me suis positionné pareil, sans condition. J'achète un promoteur, il a fait, 36 logements autour de cette maison. C'est au milieu de ce terrain, il y avait une maison de maître avec 6 logements. J'ai réussi à faire valider auprès du maire de faire, 7 logements. Il a fait une exonération sur les places de parking pour ce septième logement.
Et du coup, tu vois, j'arrive à des marges de 20% sur lesquelles il y a un peu plus de boulot à faire, mise en copro, travaux sur les parties communes. Je vais voir si je fais des travaux complètement clairement. Enfin, tu vois, il y a Mmh. plein d'options. Il faut s'adapter à son marché et aux OP. Celle-ci, cette dernière là, c'est celle que tu essaies aussi de vendre via des CGP, hein, en mode vraiment investissement Ouais, c'est locatif. Ouais. enfin, il y a les 2 options en fait. Tu vois, j'essaye toujours aussi de pas me fermer de porte parce que des Mmh. fois on se dit, bah, dit voilà, cette OP, je vais faire une mise en copro, vendre en RP et cetera. Mais finalement, il faut explorer toutes les portes, tu vois? J'ai même eu une personne qui m'a dit: «Bah, effectivement, je suis peut-être intéressé pour, j'ai un client qui est peut-être intéressé pour acheter, la globalité du projet, avec un peu moins de marge». Mais tu vois, faut pas se fermer de porte. Des fois, on a une idée en tête ou même des gens qui veulent, forcément vendre du clé en main, Chine et cetera. Mais je suis pas sur un secteur qui est forcément, très cher en prix mètre carré. Donc j'ai pas toujours, l'intérêt de faire les travaux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, clairement, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est même assez impressionnant, tu vois, les marges que tu cites sur un secteur où, bah, on disait tout à l'heure en locatif, les gens se posaient la question: «Est-ce qu'il y a des gens qui louent là-bas?» En marchand, c'est un peu la même question, est-ce qu'avec des prix si bas, on peut faire encore des OP de marchands? Enfin, ça vaut pour, ton coin, mais ça vaut pour plein d'autres coins en France où il y a des marchands qui sont en train de se dire: «Ouais, moi, je suis à 1000 du mètre, 1 300 du mètre, bah, tu vois, ça sert à rien». Oui, tu Mais en vois, je fait, te dis ouais. cette OP là, la grange plus la petite maison, on est un secteur à aller à 1 400 € du mètre. Bon après, tu vois, Mmh. je le connais, on est à un secteur campagne, tu vois? Dans le village, il y a 200, même pas 200 habitants. Tu vois, j'ai même pas fait mon analyse de marché, de secteur et cetera. Enfin, tu vois, je connais les prix, je savais que la grange c'était tant, la maison c'est tant. Même si je vendais moins, ma marge elle était là. Et on va venir justement au levier parce que je pense que j'ai un peu envie de te cuisiner justement sur comment tu fais tout ça. Mais juste avant, tu passé rapidement sur un truc peut-être intéressant aussi sur ce dernier projet où tu parlais que le maire t'a fait une fleur par rapport aux 7e place de parking. Comment ça s'est passé pour que tu l'obtiennes, cette exemption? Alors une fleur, je sais pas si c'est une fleur, mais en tout cas, enfin, tu vois, c'est un projet qu'un précédent marchand, a essayé de faire, Mmh. qui a pas réussi. Lui, il était convaincu qu'il ne pouvait pas faire 7 logements. Tout le monde m'a dit quand je me suis positionné sur le projet, «Vous pourrez jamais faire, plus de 6 logements, c'est comme ça, le PLU, il est comme ça». J'ai payé un avocat pour savoir, pour avoir son avis. Tu vois, je suis passé en coaching avec Laurence Delannoy pour avoir, son avis et cetera, et tout le monde avait des avis différents. Et puis, à un moment, je suis allé voir le maire, j'ai présenté mon projet. Je lui ai dit: «Mais écoutez, c'est simple, la maison, ça fait, 5 ans qu'elle est sur le marché. Le promoteur, il a fait son programme immobilier autour. La maison est en train de perdre de la valeur. Moi, pour que mon projet, il soit rentable, et qu'il y ait une marge, il faut au minimum». Enfin, au départ, j'étais présenté le projet pour faire 9 logements, qui optimisait ma marge et cetera. Du coup, il fallait qu'il me fasse une exonération de place de parking sur plus de logements. Après, il me dit: «Bah, écoutez, ça pourrait peut-être passer, mais sur 7 logements et pas 9». Je dis: «Bon, bah, écoutez, moi, tu vois, j'avais avant mon rendez-vous, j'avais calculé, vraiment si dans le pire des cas, je pouvais faire 7 logements, et bon, dans ce cas-là, et ma marge était suffisante». Du coup, bon, on a convenu d'un accord là-dessus. Il m'a fait un accord écrit comme quoi il me faisait une exonération, sur ce logement-là, et tu vois, tout le monde était étonné, même les agents immobiliers, ils m'ont dit: «Mais comment vous avez fait?» Bon, j'avoue, je sais pas comment, Mmh. le pourquoi du comment, mais enfin, en tout cas, tu vois, le maire était ouvert aussi pour que le projet se fasse. Enfin, tu vois, il a bien compris aussi, parce que la problématique sur les 6 logements, c'est qu'il y avait des logements qui étaient pas du tout adaptés au marché, des appartements de 120 mètres carrés qui sont invendables. Tu vends pas un appart de 120 mètres carrés au même prix qu'un studio de 30 mètres carrés, et du coup, voilà, la marge s'est faite là-dessus. OK. Est-ce que tu peux nous raconter un bah, du coup, ça veut dire qu'il faut y aller au culot, hein, parfois Et tu vois, et sur voilà. ce truc-là, ouais, je me suis positionné sans condition de financement sur un projet à 560 000 auprès d'un promoteur qui s'était fait balader par un précédent marchand qui lui a fait perdre du temps. Mmh. Il a dit: «Non, moi, je veux pas de conditions, même pas de conditions sur le nombre de logements». Et tu vois?
sur le nombre de logements. Tu vois, ça, j'ai réussi à régler ce problème-là avant de signer ma promesse. Tu vois, dans le pire des cas, j'aurais vu que, avec 6 logements, ça tournait pas, j'aurais pu, dans le pire des cas, sortir, quoi. Mais tu vois, j'ai réglé le maximum de mes problèmes, même avant de signer ma promesse. Donc tu vois, finalement, c'était une condition suspensive que lui ne voulait pas, mais que j'ai réglée avant de signer ma promesse. Est-ce que tu es sorti déjà d'opérations et comment est-ce que c'est systématiquement sur des absences de financement, refus de financement ou il y avait d'autres choses? Je suis sorti sur 2 projets. C'était à la période, tu vois, j'ai commencé le marchand en 2021. 2022, ça commençait à sentir le roussi, le marché s'est retourné. Je me suis positionné sur 2 trucs, pourtant j'avais de la précom et enfin pour différentes raisons, mais c'est surtout le retournement de marché. Au départ, tu vois, au départ, tu pars sur 30, puis après tu as des aléas qui arrivent, tu arrives à 20 et puis plus tu comptes les coûts financiers et après il y a mes hackers qui commençaient à me rappeler en me disant: «Bah, écoutez, le coût des matériaux, il a explosé, faut que je revoie le prix». Puis après les acquéreurs, ils se sont vus entre eux, ils se sont dit: «Bah, moi j'ai réussi à négocier le prix, on va renégocier le prix moi aussi». Et du coup j'ai préféré sortir de cette OP, puis une autre OP où pareil où il y avait une condition d'urbanisme, qui était enfin, c'était l'agent IMO qui m'avait vendu ce truc-là, mais c'était une parcelle, en fait, qui appartenait à l'État et avec l'État, c'est compliqué de déjà trouver le bon interlocuteur. C'est des délais, qui sont je voyais pas de délai. Ils me vendaient un terrain à bâtir. C'est le moment où justement où personne ne voulait de terrain à bâtir, personne ne se positionnait là-dessus, donc je suis sorti, on va dire, sur ces 2 OP-là et tu vois, finalement, c'est ces 2 OP où, j'étais pas sur mon secteur et je maîtrisais pas encore, suffisamment le secteur. J'ai peut-être fait trop confiance, aux agents IMO et du coup, j'ai pris, je suis beaucoup plus sécurisé maintenant, pour mon analyse. Est-ce qu'il y a d'autres types, enfin, peut-être d'opérations qui ont pas été des succès justement, juste pour un petit peu aussi donner aux gens l'idée que t'es pas forcément invincible, je pense. Ouais. Et voilà, enfin, il y a d'autres qui t'ont peut-être coûté ou qui t'ont ou peut-être où t'es passé très chaud très près un peu du désastre entre guillemets, enfin en tout cas de la plantade quoi. J'ai une autre OP qui s'est faite, mais on sait pas qui a été au bout. C'est une des 3 OP quand j'ai commencé le marchand, qui était à 2 heures de chez moi. Pareil, je connaissais pas du tout le secteur. Je détecte un truc, je suis un très bon détecteur sur, Water-Imo. Je détecte une OP à 2 heures de chez moi, je visite, j'en parle à Sébastien, il me dit: «Bah, vas-y, on fait une offre sans condition, on y va». On n'avait même pas vraiment analysé le PLU et cetera. On dit: «On réfléchira après». L'agent IMO me rappelle le soir, il me dit: «Bon, bah, OK, votre offre, elle est acceptée». Je dis: «Bon, OK, renvoyez-moi l'offre, contresignée». Le lendemain, l'agent IMO me rappelle, il me dit: «Mais écoutez, il y a le voisin qui est venu voir la vendeuse, en direct, il a proposé 25 000 de plus». Bon, du coup, on a loupé l'OP à cause de ça. On est passé en direct, sauf que 3 mois après, l'agent IMO, il me rappelle, il me dit: «Bah, écoutez, c'est de nouveau à la vente. Le vendeur, il a pas voulu payer le séquestre, si vous voulez, par contre, c'est du coup 25 000 de plus et aucune condition». Du coup, on s'est repositionné dessus sans condition. C'était une belle OP, hein, tu vois? Pareil 2021 où le marché était, assez haut. Bon, je crois que on a acheté 485, on l'a revendu en l'état, enfin on l'a revendu, on a trouvé un acheteur en l'état 880, sans rien faire. Sauf que, bah, c'était un marchand de biens, tu vois? Il avait, et ce marchand de biens, il nous a laissé traîner, il a rien fait en fait pendant toute sa phase d'acquisition. Tu vois? Il s'est positionné pourtant sans condition de financement et quelques mois après, soi-disant, il avait eu un AVC. Je pense qu'il y a rien du tout, mais on n'a jamais eu de nouvelles de cet acheteur. Du coup, il nous a fait perdre du temps.
Deuxième acheteur, pareil, qui se repositionne, bon, un petit peu en dessous de ce prix-là. Il a fallu 2 mois pour qu'on se dise: «Bon, la force, c'est bon, c'était via une agence, quand est-ce qu'on signe la promesse? Quand est-ce qu'on signe la promesse?» Au moment de signer la promesse, elle dit: «Oh, finalement, j'ai fait passer des artisans, c'est pas rentable, je signe pas». Donc tu vois, on perd 2-3 mois. Entre-temps, bah, on avait une condition aussi d'urbanisme. On a fait, du coup, c'était pareil, un corps de ferme qu'on a divisé en 5 logements. C'est dans les Yvelines, donc un PLU qui est pas simple. Donc on a réussi quand même à faire, valider, et finalement, on s'est dit: «Bon, bah, puisque ça marche pas comme ça», le marché aussi était un peu en train de se retourner, du coup, entre, le moment où on a trouvé notre premier acheteur, deuxième acheteur, et tu vois, il s'est passé 6 mois et le marché s'est retourné en 6 mois. Du coup, on a fait la découpe, on a vendu petit à petit, et sur cette OP, sur ce corps de ferme, il y avait un locataire qui nous a fait foirer toute l'OP. Un locataire qui était sur une des maisons, en fond de parcelle. Il était pénible de bout en bout. On pouvait pas, faire les travaux, faire une tranchée. Il disait qu'il y avait des hérissons, dans son terrain. On pouvait pas, mettre le compteur à l'hélice. On lui avait enlevé la fibre. Enfin, il nous a mis les bâtons dans les roues, jusqu'au bout. Mais parce qu'il savait qu'il pourrait, on lui a proposé 10 000 € pour partir. Il a pas voulu partir. Heu et pendant ce temps-là, mais du coup, il s'est passé, tu vois, cette OP entre, le moment où on a détecté et aujourd'hui, il s'est passé 3 ans. On a réussi à solder l'OP, hein, en vendant en lot par lot. Mais finalement, avec, ce locataire aussi en place, parce que aussi, au moment pendant ces 3 ans, c'était la période où on pouvait donner un congé pour vente au locataire, et finalement le congé pour vente qu'a fait un huissier était pas bon. L'huissier a f ah non, il était pas caduc, c'est l'huissier, en fait, il a donné congé pour, la globalité du corps de ferme au lieu de son lot. Enfin, le droit de préemption, et du coup, lui, il aurait pu théoriquement, acheter le corps de ferme, sur la globalité. Donc du coup, le locataire, pareil, frais d'avocat et cetera. L'huissier, on a attaqué l'huissier, tu vois? On n'a toujours même pas clôturé l'OP. Bon, même si on a tout soldé, mais on a quand même sorti avec une marge qui est correcte, mais sur 3 ans, c'est pas ouf. Donc tu vois, des OP qui peuvent s'envenimer comme ça, petit à petit. Pareil, un mur qui a 150 ans, mais non, il a fallu qu'il tombe, un mur mitoyen entre 3 voisins, il a fallu qu'il tombe pendant la période où on est précaire. Des genres de choses qui peut arriver, donc tu vois, c'est le genre de truc que tu mets pas sur ton tableau de financement. Oui, et c'est pas le truc que tu mets sur ton tableau non plus de genre d'inspiration. Regardez, ça fait partie, bah, enfin, des cicatrices un petit peu, je pense, hein, en termes d'opérateurs, il y a toujours des dossiers comme ça. Ouais. Et là-dessus, c'est parce que là, tu disais que c'était pas comment dire, une perte financière, mais ce que je comprends, c'est que c'était vraiment du coup de la charge mentale pendant toutes ces années. Euh, ça met Ouais, c'est ça. Bon, quasiment après, pire, moi, quoi. je l'ai mise de côté. Moi, ça me bloquait pas. Tu vois, Mm. j'étais pas non plus, j'ai eu la chance, enfin, on a eu la chance, donc du coup, on était 3 associés aussi. Ou que ça me bloque pas, tu vois? Des fois, tu te dis, tu veux t'entêter, c'est ma première OP, je la fais tout seul. Si j'avais fait cette première OP tout seul, ça m'aurait, planté, direct dès le départ, voire j'aurais arrêté l'activité de marchand. Donc, tu vois, d'où l'intérêt d'être accompagné. Il y a, par le pur des hasards aussi, un des membres qui habitait à 100 mètres de ce bien que j'ai détecté. Du coup, on a fait, l'opération ensemble. Donc du coup, tu vois, je la suivais pas aussi, et puis tu vois aussi, j'ai aussi appris sur les différentes associations que, l'association, c'est pas toujours, comme on le souhaite. Le fait de pas être sur place, là, on était à 3, être à 3 dans une association, c'est pas toujours, le plus évident. Donc tu vois, on apprend des choses, à chaque OP. Chaque OP est une histoire. Aujourd'hui, si on se projette un peu, du coup, tu tournes à quoi, 3-4 OP par an, et ça te génère en marge, enfin voilà, juste pour avoir une idée de, tu vois,
rythme de croisière d'un opérateur marchand de biens, 4 ans, 16 opérations déjà, tu vas savoir à peu près Ouais. à quoi on peut aspirer, quoi, finalement. Ouais, là, en moyenne, enfin, tu vois, je suis pas sur un secteur où les prix sont non plus très élevés, donc j'ai, on va dire, des marges. Allez, je tourne autour des 200 000, des 200, dans les 250 000 à l'année. Par contre, là, tu vois, sur l'année prochaine, j'ai déjà un beau prévisionnel. Je suis autour des 600 000 de marge déjà de prévu, alors on est à peine en fin 2025. Avec des tailles de projets plus importantes ou Avec plus de des tailles projets de simplement? projets plus, enfin, pas forcément en termes de prix, mais en termes de marge, tu vois, il y a une OP que je suis en train de faire. Je fais 110% de marge. Pareil, qui va sortir en vidéo, là, avec Ben. J'ai réussi, tu vois, à faire 110% de marge, tu vois, par rapport à toujours en optimisant, en faisant une substitution partielle sur un des lots qui me posait problématique. Tu veux que je te Bah, je veux détaille bien un parce petit que peu du coup l'OP? 110%, juste pour que les gens comprennent, du coup, ça veut dire quand même que tu fais un x2 sur l'opération, quoi. Donc ouais, 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 au moins x2. au moins x2. Du coup, là, c'est pareil, c'est un ensemble immobilier sur Beauvais. C'est un agent IMO qui était plus spécialisé en, en local professionnel. Il y avait aujourd'hui une boutique qui était occupée par Emmaüs. Et Emmaüs est propriétaire de l'ensemble de la boutique, plus de logements qui sont déjà existants. Et moi, ma problématique, c'était les 2 logements existants, donc qui étaient loués par Emmaüs, enfin loués, enfin en tant que propriétaire Emmaüs à 2 locataires, mais par contre, les locataires sont là depuis plus de 20 ans et ils payaient des loyers dérisoires. Bah, typiquement sur un 99 m², je crois qu'ils payent 500-600 € alors que c'est en gros 900, quoi. Donc du coup, j'avais pas de rentabilité sur ces 2-là, heu, pas de possibilité que les locataires partent. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, puisque ces 2 logements-là, j'arrive pas à faire de marge dessus, je vais essayer de les sortir de l'opération. Je vais essayer de trouver un acheteur pour, rien que ces 2-là». Et par contre, la problématique, c'est que moi, mon acheteur, Emmaüs, voulait vendre la globalité. Elle voulait pas de division, et cetera. Elle veut, quand j'achète un seul lot. Du coup, j'ai fait une substitution partielle. Moi, je vais acheter toute la partie, boutique Emmaüs sur lequel je vais créer aussi des logements. Donc ma plus-value, elle est là-dessus, sur créer des logements et garder aussi un local commercial. Et les 2 logements d'habitation qui sont existants, moi, j'ai trouvé un un acheteur, enfin, c'est un associé de quelqu'un que je connais très bien qui est en CI. Pour se positionner à ce prix-là, du coup, j'ai ventilé mon prix, j'achète 325 000. Je lui vends les 2 maisons 185 et donc le reste, moi, c'est en gros 140 000. Du coup, j'explose ma marge sur tout le reste que j'aurais pas fait si j'avais acheté la globalité. Je sais pas Ok. si Et c'est sur la partie que tu revends pour la SCI, ça reste quand même un projet rentable à ce prix-là, ouais. Alors du coup, ouais, moi je lui vends à du 7%. Par contre, il sait que le jour où les locataires partent, ou soit un jour il revend, il a une plus-value latente autour des 80 millions, quoi. Et là, ce que tu as réussi à débloquer du coup via cette substitution partielle, c'était par rapport au vendeur qu'il accepte simplement de te vendre à ce prix ou c'était quoi le levier là? Même pas forcément, parce que du coup, au départ, le vendeur ne voulait pas de division. Du coup, j'ai fait une offre beaucoup plus basse pour que ça Hmm. passe. Il m'a dit non, mon prix c'est tant. Du coup, j'ai fait une offre au prix. J'en ai même pas, tu vois, discuté, en parler auprès du vendeur, ce que j'allais faire si j'avais fait une substitution partielle. Entre guillemets, le vendeur, il s'en fiche. Moi, ma condition, c'est que j'achète la globalité avec une ou plusieurs sociétés. J'achète, moi, la partie qui m'intéresse où je fais de la marge avec ma société de marchand. La partie qui m'intéresse pas, je la revends avec mon associé qui l'achète en SCI, il la garde et lui, il se fera une plus-value sur le long terme.
Ok, je comprends la subtilité en fait. C'est un petit peu Ouais, la même, enfin la même logique un petit peu que quand Arnaud nous parlait tu ouais, sais, de la cerise et du gâteau. C'est qu'en fait, c'est tu ça. prends l'opération la plus juteuse, c'est celle-là que tu acquiers avec la société de marchand pure et sur lequel tu fais t'exposes ta marge parce que c'est celle-là qui va créer la valeur. Et l'autre, faut quand même pour que ça marche que l'autre lot soit quand même, là, t'arrives à tirer du 7% locatif. Bon, faut que ça Ouais. soit quand même correct, quoi. Oui, c'est ça. Faut pas que ce soit non plus décorrélé. Après, mais du coup, ça reste moi le seul acheteur. Enfin, Hmm. on est 2 sociétés à acheter, mais pour le vendeur, ça change rien. Ouais, ouais, je comprends. On fera qu'une vente le même jour, hein, et lui, c'est ce qu'il voulait, quoi. Il veut pas être embêté, quoi. Il veut pas savoir la tambouille que je fais derrière. Hmm. Au travers de la discussion là aujourd'hui, j'essaie de dégager un peu, tu vois, quels sont peut-être tes avantages concurrentiels en tant que marchand, enfin les leviers sur lesquels tu appuies. Ouais, J'en vois potentiellement plusieurs en fait, puisque bah il y a un peu cet œil justement de ce que veut un investisseur locatif. Tu l'as vu avec ton projet locatif, ton expérience à l'époque là-dessus. Il y a aussi bah en côtoyant Seb et d'autres marchands expérimentés, l'idée que tu peux en fait penser différemment, faire de la précom et revendre sans faire de travaux. Il y avait aussi l'idée bah, que tu détectes les biens assez facilement avec ton réseau, aussi même local. C'est quoi de tout ça, ou peut-être d'autres en fait leviers dont tu penses que c'est des choses sur lesquelles tu aimerais continuer à appuyer parce que tu penses que c'est ce qui te fait vraiment fonctionner le truc? ouais, c'est vrai que je pense que je suis assez bon aussi pour, détecter les OP. Il y a beaucoup d'OP que j'ai détectés parce que, j'étais le 1er, 1er à visiter, et tu vois, je me mets énormément d'alertes. Par contre, je vais jamais sur Le Bon Coin, sur d'autres sites. Je mets que mes alertes, que je reçois par mail via Moteur Imo. Une seule source on va dire en on market, c'est comme ça. Par contre, du coup, ça me demande du temps tous les jours. Je passe matin, midi et soir, ou quand j'ai 5 minutes, hop, je regarde mes annonces et je me dis: «S'il y a une pépite, faut voilà, faut pas que je la loupe». Mine de rien, tu vois, sur mes OP, c'est pareil, à peu près, il y a 50 de off market, 50 de on. Heu, Tu vois, typiquement, je te parlais de l'immeuble que j'ai trouvé, sur Amiens, la semaine dernière. C'est un immeuble qui était en j'appelle l'agence, quand tu vois, je connais l'agence, je sais que bon, j'ai jamais fait de truc avec eux. Ils me proposent 2-3 biens, mais à chaque fois, tu vois, je suis réactif, je lui dis: «Non, pourquoi? Ça m'intéresse pas», et cetera. Puis tu vois, au bout du troisième, là, il m'a trouvé le bon truc, plein centre-ville, tu vois, j'ai ça aussi, se faire son réseau, des fois, il y a des trucs, pour lesquels que j'appelle des agents IMO, c'est plutôt pour faire du réseau. Je sais que, tu vois, où ils sont ouverts à faire des marchands, tu vois, je te pose des questions, tu crées ton réseau avec des potentielles annonces, même si tu sais que ça va pas aller au bout, mais au moins tu fais contact et tu vois, si tu es bon et tu réponds rapidement pourquoi je me positionne pas ou pourquoi je me positionne à tel prix. Tu vois, bah, les agents, ils sont contents d'avoir des retours parce que, tu vois, la plupart des gens qui font des visites, ils disent: «Bah, ouais, je vous fais un retour», mais personne leur fait un retour. Hmm. Ouais, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi à quel point en fait c'est facile et à la fois c'est rare de la part d'investisseurs qui visitent de faire des retours, et à quel point c'est facile aussi de se différencier d'autres investisseurs en faisant juste ça en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, même, parfois ça peut paraître difficile de dire: «Non, je me positionne pas» ou, «Non, ou «Je veux bien me positionner, je vous fais une offre à tel prix, elle est 30 en dessous», mais au moins tu expliques pourquoi. Et si tu expliques à l'agent IMO, bah, il va comprendre. Après, il dit: «Bah, écoutez, là, c'est même pas la peine, le truc il vient d'être paru, on vient de le mettre en vente, voilà. Bah, écoutez, si dans 6 mois, 1 an, c'est pas vendu, vous rappelez-moi», ou, ouais, faut garder le lien comme ça, et puis la petite graine, elle est passée, et puis petit à petit, tu vois, ton réseau, tu le crées comme ça, hein, parce que, le réseau, il se crée au fur et à mesure, hein. Et le top 2 ou top 3, enfin le meilleur de tes paramétrages filtres sur Moteur Imo que j'utilise aussi beaucoup, hein, mais qui est très versatile, très puissant, mais encore utile, faut-il bien mettre les bons filtres. C'est quoi pour toi, enfin ouais, quel type de Mmh. filtre que tu utilises, pas forcément pour les donnant, mais en disant, tu vois, est-ce que c'est taille, est-ce que c'est prix, est-ce que c'est les photos, c'est quoi les trucs Il y a qui les trucs classiques, et puis après, c'est vrai que c'est peut-être, l'œil,
l'œil que j'ai, tu vois, bon, généralement, tu vois, rien que dans mon mail, je vois le descriptif, le résumé, si je vois un potentiel de marge, s'il y a vraiment une décote par rapport au prix du marché. Et c'est vrai que s'il y a une bonne photo, souvent la première bonne photo, tu te dis: «Ah bah tiens là, est-ce que je vois un potentiel de division, quoi?» Des fois, ou même des fois tu as juste un pavillon, tu te dis: «Bah, c'est un pavillon», mais finalement avec le pavillon, il y a une grange, un corps de ferme, enfin, tu vois? C'est plus après jouer sur des mots-clés. Bah, typiquement, voilà, j'ai tous ces mots-clés, division, corps de ferme, enfin, tu vois? Terrain de bâtir. Après, mais par contre, ça implique de, derrière aller, filtrer beaucoup, tu vois? J'ai peut-être, allez, 100 annonces que je regarde par jour. Sur les 100 annonces, il y en a peut-être, 5, qui ont retenu mon attention et un appel. Ouais, c'est peut-être ça à peu près la proportion. Donc, il y a beaucoup de il y a beaucoup de temps à passer, mais ça fait partie du métier. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi, tu vois? Aller chercher les pépites qui sortent du lot. Mais Le par contre, secteur que quand elles tu sortent que du tu lot, il faut être là. ouais, le secteur sur lequel tu te portes, il est grand comment, en fait? Parce que sur 100 annonces, j'imagine tu rayonnes gros, quoi, non? Ouais, ça dépend des critères. Tu vois, j'ai varié certains critères. Par exemple, mis un critère, immeuble de rapport. Là, tu vois, je rayonne un peu plus large parce que finalement, les immeubles de rapport, il y en a pas tant que ça. Moi, sur mon secteur Beauvais, il y a pas beaucoup d'immeubles de rapport. Donc, tu vois, j'ai mis certaines villes à un rayon un peu plus large. Ça dépend aussi, des fois, quand j'ai beaucoup d'OP, je suis moins en recherche, je réduis mes critères de recherche comme ça, tu vois? C'est une recherche un peu plus ciblée. Après, chacun met sa cible, mais en moyenne, je cherche, sur un rayon de 60 kilomètres autour de chez moi. Et du coup, ce qui veut dire, tu vois, 60 kilomètres, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais tu vois, ça veut dire, bah, tu dois connaître, vraiment tous les secteurs. Ou des fois, je suis pas je suis expert sur mon secteur, ma ville ou les alentours, mais après, dès que tu t'éloignes du secteur, bah, après à toi d'aller dans le détail de l'analyse du secteur. Ouais, et ton mode opératoire après derrière, tu détectes l'OP, tu fais l'analyse, tu modélises et ensuite tu visites offre en main ou comment c'est quoi là? Ça dépend si je vois le potentiel, Mmh. si je vois que c'est vraiment une anomalie du marché, j'y vais direct. Aujourd'hui, tu vois, je vais de moins en moins visiter. Tu vois, si je visite, allez 2-3 trucs par semaine, c'est le maxi. Ou après maintenant, j'arrive soit avec des agents que je connais, soit avec, à créer de la confiance. La plupart du temps, j'arrive à avoir l'adresse et finalement, aujourd'hui, quand tu as l'adresse, tu arrives à tout avoir, à analyser le truc, c'est bio, tu as le cadastre, tu as le PLU. Des fois même, j'appelle même pas l'agence pour l'annonce, en fait. Des fois, tu sais où ça se trouve ou maintenant, même avec Motorimo, tu arrives à retrouver les adresses. Des fois même, je regarde l'adresse, je regarde ce qu'on peut faire. Des fois même, j'appelle l'agent IMO, j'ai déjà regardé le PLU, je sais ce qu'on peut faire et cetera. Ou même des fois, je vais pas visiter parce que je sais qu'il y a rien à faire, tu vois? Ouais, tu gagnes du temps, Et quoi. ouais, c'est ça, enfin, essayer de filtrer au maximum, c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps avant d'analyse, mais filtrer, c'est notre boulot de marchand, d'en voir un max pour trouver celui qui sort du lot. Bah, super inspirant, écoute, Louis, comme, conversation, ça m'a bien plu. Et ça me parle beaucoup effectivement, ouais, moi je suis un peu plus, jeune dans le parcours en tout cas, mais du coup ça me enfin, je trouve ça vraiment inspirant. Est-ce qu'il y a des ressources, toi, que tu veux pouvoir recommander aux gens qui veulent, heu, suivre le même parcours ou aller plus loin aussi dans leur parcours à eux? Des ressources, aujourd'hui, tu as l'avantage que aussi bien pour du locatif, même du marchand, hein, tu arrives à tout trouver, sur internet quasiment gratuitement. Après c'est, toi te former, formation. Aujourd'hui, c'est pour ça aussi je fais partie du Circuit BD. Ça me permet de toujours d'être, au courant des dernières nouvelles, de tout, enfin de même d'analyser mes OP, enfin, il y a des choses que je
je ferais pas forcément si j'étais seul, d'avoir un réseau autour de toi. Donc non, se former, enfin, tu vois, j'ai encore eu, la semaine dernière, une agent IMO qui me dit: «Ah, j'aimerais bien faire du marchand». Il y en a plein, en fait, plein de gens que je rencontre qui me disent: «Je veux faire du marchand» et qui elle s'est positionnée sur une OP, un immeuble de rapport. Il y a à chaque niveau, 3 T2. Il m'a dit: «Bah, allez, à 50 m², une T2, bah, je vais le diviser en 3 logements, je vais faire 3 studios, puis je vais vendre une rentabilité de studio». Ouais, écoute, tu as regardé, les PLU? Est-ce que tu peux faire les places de stationnement? Et pourtant, tu vois, c'est une fille qui s'est fait accompagner par, des formateurs aussi en marchand. Mais non, faut se faire enfin, se former. Après, il y en a, hein, qui arrivent à le faire par eux-mêmes, mais bon, pour moi, c'est vraiment se former et puis après, créer la confiance et la crédibilité auprès des agents, se créer un réseau et faire des erreurs. Comme je t'ai dit, bah, écoute, tu as vu sur les OP, j'ai fait certaines erreurs. On apprend, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Super conclusion. Passer à l'action. Enfin, c'est Mais ouais. tout en limitant son risque par rapport à quelle étape on en est dans son parcours, aussi bien locatif que marché. Mmh. Bah, super, ouais, merci encore, Louis, d'avoir partagé Bah, de ça, rien, merci. avec nous. Est-ce que tu peux laisser je sais pas, un endroit où les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu souhaites, enfin, Ouais. si ça, est-ce que tu as un adresse ou un profil Ouais, LinkedIn, quelque je chose, suis tu pas voudrais que je les je suis gens, pas je suis pas fort en communication, tu vois? Sur les réseaux, c'est encore un axe sur lequel je dois travailler, mais ouais. sinon, voilà, les gens peuvent me trouver, sur LinkedIn en tapant mon nom, donc Louis Mille, ou soit sur Instagram ou Facebook. Je répondrai avec plaisir. Et bah, super, merci beaucoup encore du partage, Louis, Merci à toi. et Allez, merci, bah, pour l'inspiration, hein. merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Si cette conversation transparente t'a plu, il y a 2 autres épisodes que je peux te recommander, de la part de marchands un peu moins avancés, qui sont plus au démarrage de leur activité. On avait Valentin sur l'épisode 230 et l'épisode 244 avec Valérie également, qui sont très inspirants, en particulier si tu es, au démarrage de ton parcours en marchand de biens, ça devrait vraiment t'inspirer. Bonne découverte et bonne écoute.